mais qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui, il a seulement un peu plus de monde à saluer. Comme un dimanche, jour d'élection. Pas d'extra pour cette nuit particulière, vous allez dormir? Regard amusé pour une question indiscrète. Vous allez nous suivre de toute façon, je mange. On va faire notre film de vacances. Voilà. C'est un film de travail. Donc on va d'abord au bureau de vote. Une journée ordinaire, semblable à toute celle de sa campagne. Un objectif, donner l'image d'un candidat normal. La vérité d'un homme peut-être. Il en a fait sa stratégie. Bonjour les jeunes. Moi, je suis au téléphone avec ma mère. Ah bon, bah tu la salues de ma part. Merci. Je vais prendre une autre. Une blague, une attention, un mot pour tous ceux qui ce matin croisent son chemin. Il y a de l'attraction là, hein, ça va bien. Comment ça va? Ça va? Bon, on va voir comment ça va aller. Oui. On peut pas amener l'accordéon? Non, il n'a pas amené, ni la trompette, il n'a rien amené. Comment tu vas? Parce que je voyais Janine toute seule, j'étais inquiet quand même. Non, il n'y a pas de souci, ça va bien. Ça va? Il a été à la bonne école avec Jacques Chirac quand même. Hein. Il a bien appris avec Jacques Chirac. Hein. C'est bien tablé sur le cul des vaches. Hein. Quelques pas derrière lui, sa compagne Valérie Trierweiler, presque toujours présente. Elle cherche son rythme et sa place. Je suis partout. Ouais. Moi aussi, j'essaie de me suivre partout. Un peu dans la lumière, dans l'ombre souvent. C'est son choix. Elle a donné consigne de faire la chasse au micro indiscret. Pas de son, pas de son, pas de son. Bonjour, ça va? Bien, la soupe a été bonne? Un rituel depuis plus de 30 ans. Le déjeuner dans le restaurant préféré d'un ex-président, Jacques Chirac. Ah ben voilà la poubelle. Vous vous attendiez à ce qu'un jour, il concourt à être président de la République, François Hollande? Non, franchement non. Mais c'est un type intelligent, brillant, qui sûrement je pensais qu'il avait un bel avenir, mais à ce niveau-là, je ne pensais pas quand même. Au menu côte de veau, pommes rissolées, gâteau au chocolat, François Hollande oublie son régime. C'est bon, 2 cafés, c'est bon. À 400 km de là, un fidèle parmi les fidèles s'apprête lui aussi à passer à table. Stéphane Le Foll. Bon, allez hop, on met la table parce que sinon... C'est l'un des bras droits de François Hollande, toujours à ses côtés pendant 10 ans au PS, puis dans les épreuves et la solitude. À ses côtés encore quand Hollande a évoqué pour la toute première fois sa tentation présidentielle. Les 3-4 là, et puis on cause ensemble de savoir ce qu'on allait faire. Et surtout, la question était posée à lui, qu'est-ce que tu voulais faire, quoi. Et il me dit, j'ai envie d'y aller. Bon, je dis, écoute, si c'est ça, moi je me pose pas de questions. Et donc, on va faire en sorte de se préparer, de se mobiliser. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, Stéphane Le Foll est à l'affût des frémissements du premier tour. Au téléphone, il s'entretient avec le maire de Dijon, François Rebsamen. Là où la droite devrait se mobiliser, elle n'y est pas. Et là où tu as des bureaux un peu, tu vois, populo, plutôt Eiffel, hein, c'est ce qu'il me dit, la Fontaine d'Ouche, là, c'est Grand Guillaume. Il me dit, je suis sûr de moi, ça veut dire que ça va être haut de ce côté-là. Il comprend que le Front National sera bien plus haut qu'annoncé. Vous avez été voté, pas encore? Non, mais on va y aller. C'est vrai? Quelques heures plus tard, au quartier général à Paris, c'est le score de François Hollande qui est dans toutes les têtes. L'homme qui monte chez les socialistes, Manuel Valls, 49 ans, directeur de communication. Non pas un des proches historiques, mais un incontournable dans cette campagne. Oui, c'est toujours pas. Mais c'est du sondage. Ça, c'est haut. Oui, ça, c'est haut. Ah oui, donc c'est... Sur les portables, les premières estimations. C'est que du sondage, oui. Ah, ça, c'est bien, ça. Oui. François Hollande est en tête. Ça, vous le saurez pas. Vous voyez notre mine défaite. Oui. Alors, dans la grande salle de réunion, ils sont tous là. Martine Aubry, Bertrand Delanoë, Benoît Hamon, Vincent Payon. Sourire aux lèvres, chacun y va de son anecdote. Il y avait des scènes dans la rue. Moi, je sais pas, j'étais en voiture, je revenais de train. Le motard qui me passe, les mecs font c'était des trucs. C'est donc ça, ouais. En dépit des apparences, cette réunion est importante. Derrière cette porte se décident les éléments de langage de la soirée qui seront délivrés à la presse. À savoir, pour la première fois, un candidat de gauche en tête et un président sortant en difficulté. Nous sommes à quelques minutes de l'annonce du résultat. Stéphane Le Foll est de retour à Paris, au siège du PS.
Ce fidèle de Hollande, souvent sous-estimé dans la famille socialiste, est accueilli ce soir à bras ouverts. Ça va? Salut. Ça va? Oui. Allez, à plus tard. Oui, je vais à l'hôtel de ville. Ok, je t'appelle. Stéphane Le Foll est aussi l'homme des tractations avec les alliés de la gauche. Les chiffres du premier tour, il les connaît déjà. Ce premier tour en tête François Hollande. Ce qui l'intéresse maintenant, ce sont les appels à voter Hollande. Alors le discours de son ancien camarade Mélenchon, il n'en perd pas une miette. À cette heure, en conscience, il n'y a rien à négocier. Honte à ceux qui ont préféré nous tirer dessus plutôt que de nous aider. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Le ralliement est acquis. Au même moment à Tulle, François Hollande est cloîtré dans son bureau. Il prépare son intervention télévisée. La campagne du deuxième tour est ouverte. À Paris, pour Olivier Faure, le spécialiste des sondages de François Hollande, c'est gagnable, voire gagné. Même si le FN réalise le plus haut score de son histoire. Ni le vote Bayrou, ni le vote Le Pen ne sont assimilables au vote Sarkozy. Dans les deux cas, on a une part des Français qui ont fait ces choix-là, qui les ont fait aussi contre Nicolas Sarkozy. Une victoire annoncée, mais sera-t-elle aussi tranquille que prévu? De la tranquillité, sérénité, détermination, présidentialisation. Pierre, merci Jean-Michel, c'était parfait. L'homme qui parle ce matin et qui est applaudi, c'est Jean-Michel Bailey, le président des radicaux de gauche. À ses côtés, Jean-Pierre Chevènement. Un peu plus loin, Robert Hue. Est-ce le parfum de la victoire? Les alliés sont désormais autour de la table du QG. Et c'est Pierre Moscovici, le directeur de campagne, qui anime les débats. Une ambiance détendue, avec parfois quelques lapsus. Nicolas Sarkozy a été, est, serait un président incroyablement rassembleur, diviseur, qui a opposé les Français entre eux, qui a opposé les Français aux étrangers. Diviseur contre rassembleur, c'est l'un des thèmes que la gauche veut imposer dans cette bataille du second tour. Bonjour à tous. Il faut rassembler tout le monde pour changer et puis débarquer Sarkozy, c'est clair. Est-ce qu'on veut continuer? Austérité, inégalité, division? Toute notre stratégie du deuxième tour, c'est rassembler, rassembler. Pas de changement de stratégie, pas de changement non plus dans les déplacements prévus. C'est ça que je voulais. Direction la Bretagne, une terre majoritairement socialiste qui a résisté au vote du Front National. J'ai aussi une dette à l'égard de la Bretagne. Une deuxième terre d'adoption pour François Hollande. C'est ici qu'il a lancé avec Jacques Delors et d'autres amis son club de réflexion. C'est ici surtout qu'il a dévoilé son ambition pour la présidentielle il y a 3 ans. Ses fidèles sont tous là. T'as tenu 10 minutes, c'était bien. Moi, je crois beaucoup à la fidélité, à l'amitié, et donc à un moment, un groupe d'hommes et de femmes qui décident de faire le trajet. On n'est jamais sûr que nous allons arriver ensemble qu'au point de destination, mais il y a au départ cette confiance. C'est François Mitterrand qui expliquait qu'il avait conquis le pouvoir avec une dizaine de personnes. Alors bien sûr, après, il faut une grande organisation. Elle est là, un parti, et les primaires nous ont permis de rassembler tous les socialistes, mais au tout début, il y a cette nécessité d'avoir des fidèles. Voilà. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir la suite. Voilà. On part. Merci. Et pour le dessin, allez, on recommande de l'eau sucrée. Vas-y. Donne-la, Yacoub. Encore un petit peu, excuse-moi. Encore un tout petit peu. Je vais essayer de tout classer. On va jouer. Allez, on file. Loin de la Bretagne, en région parisienne, d'autres fidèles sont à l'œuvre. Thomas Hollande, le fils du candidat, pratique le porte-à-porte. Une stratégie qui a fait ses preuves au premier tour. Une technique empruntée à la campagne de Barack Obama aux États-Unis.
Ça a donné du mitigé, mais quand même, oui, mitigé en particulier sur les immeubles. Dans ce quartier, le vote Front National est plus élevé qu'ailleurs. Ce soir, ils vont chercher les électeurs un à un. Bonjour madame, c'est pour la campagne de François Hollande. Oh non, ça m'intéresse pas, merci. Vous avez voté? Monsieur, on est les jeunes de la campagne de François Hollande. Ah. Non, allez. Bon, monsieur? Bon, je vous laisse un programme, hein. Et bon, porte qui se ferme comme ça, Thomas? Bah, quelques-unes, bon, la plupart des portes s'ouvrent, hein. Après, on retient souvent celles qui se ferment. Objectif de la campagne, parvenir à ouvrir 5 millions de portes. Vous avez voté ou pas? Bien sûr. Pour François Hollande? Pardon? Pour François Hollande? Est-ce que j'ai le choix? Toujours le choix. Non, pas vraiment. Il n'est pas question que Sarkozy repasse. Ceci dit, François Hollande, je peux pas dire que j'ai une confiance entière. Bon, bah, il a pris vraiment, je suis son fils. Oui, et alors? Rien, c'est vrai que ça change rien. Bah, en tout cas, la conviction qu'il va changer les choses. Et Je ne demande qu'à y croire, mais croyez-moi, je voudrais bien. Bon, bah, on va essayer de pas vous décevoir alors cette fois-ci. Vous avez voté Le Pen, c'est que vous n'étiez pas très content. Je pense que Hollande, il en fera pas par rapport à ce que je pense moi. C'est quoi que vous pensez, vous? C'est n'importe quoi de voir les étrangers, il en a pas de sécurité, Est-ce que c'est pas parce que justement il y a eu un discours de division, de stigmatisation des étrangers qu'il y a une tension? Mais François Hollande n'a jamais dit qu'il fallait régulariser tout le monde. Il a dit que ça continuera, la régularisation. Et de toute façon, c'est déjà fait, c'est Hollande qui va passer. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Là, on a entendu un message, la personne croyait que François Hollande voulait faire une régularisation massive. Donc c'est à moi de remonter ce message, de bien expliquer quel est exactement le programme de François Hollande en matière d'immigration. Au premier tour, le porte-à-porte aurait ramené près de 160 000 voix pour Hollande. 3 jours après le premier tour, l'optimisme domine au QG de campagne. François Hollande s'apprête à accomplir un rituel peu connu de la République française. Ce parapheur qu'on lui tend, c'est son acte de candidature pour le deuxième tour. Monsieur Hollande, c'est votre lettre officielle de candidature pour le second tour? Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il faut être qualifié pour être au second tour. Ensuite, ne pas oublier de la signer. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir concourir. Un peu plus loin, Stéphane Le Foll prépare l'agenda du candidat. Oui, je suis d'accord, c'est très bien. Oui, ça je pense aussi. Ça, il faut que je lui demande. Au menu, un futur déplacement qui ne doit pas déplaire à François Hollande, mais qui pourrait surprendre. Sur la Coupe de France samedi. Sur la Coupe de France, il y a une délégation donc avec François Hollande qui sera entouré de Gérard Collomb, Laurent Fabius, du maire de Quevilly-Sanchez. Ouais. Beaucoup de gens qui vont venir. Bon, à la limite, je crois que le président de la République sera présent aussi. Ouais, voilà. À la limite, tu crois. On ne parle que du FN, de la position du droit de vote des étrangers, de tout ça. Et là, vous parlez sport. Oui. Eh bien, parce qu'on pense qu'il y a des sujets politiques, évidemment, mais il y a aussi une campagne à mener. Et que cette campagne ne s'arrête pas aux sujets politiques. Et puis François, en plus, sur le sport... il a toujours aimé ça. Hein. On va faire une espèce d'adresse aux femmes en leur disant, voilà, cette carte d'électeur, servez-vous-en. Pas de changement d'emploi du temps, à peine quelques ajustements. C'est un pari pour cette campagne de l'entre-deux-tours. Et encore bravo pour hier. Merci. Hein. Merci beaucoup. On va faire la photo juste là dans l'axe. On va gagner. Depuis 5 jours, ils se suivent, mais ne se croisent jamais. Dans les médias, par exemple. Nicolas Sarkozy quitte les studios de RTL. François Hollande y fait son entrée. La radio anticipe déjà le grand débat à venir. Ce matin, c'est l'humoriste Maison qui s'en charge. Le débat Hollande-Sarkozy a bien lieu ce matin sur RTL avec Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous, la droite, la culture, c'est boing boing et le lâcher de salope de Bigard. Nous, non. Le débat est terminé. Donc, comment ça s'est passé Très bien. Il est bon, hein, François Hollande. Il est bon, hein. Il est bon. L'égalité de temps de parole a été respectée, comme disait Christophe. La caravane repart. Nous allons la suivre toute une journée. Comment François Hollande fait-il campagne? Les milliers de kilomètres,
le plus souvent en voiture. Le candidat y travaille, s'y repose. Il est dans le véhicule, devant. Dans la seconde voiture, son chef de cabinet, Fawzi Lamdaoui, et puis une partie de son équipe. Non, je suis une amatrice de karaoké. Ah bon? Ça en campagne, c'est ça, Aussi. Ce jour-là, une question se pose. Comme toujours, le candidat a beaucoup de retard dans l'emploi du temps. Il faut trancher. 3 quarts d'heure de retard. Parce que la déambulation, si on la fait sauter, on retrouve le timing parfait. Hein. Pas question d'annuler la déambulation. Et tant pis pour le timing parfait. J'attends, j'arrive. Vous pouvez attendre. Soyez unis! La déambulation, cette promenade qui permet de rencontrer le maximum de gens en un minimum de temps. Une technique de campagne, une marque de fabrique même. On lâche rien. Allez, vous allez gagner. Autographes, photos, blagues devant caméra et micro conviés à enregistrer la scène. En cette fin de semaine, François Hollande est confiant. Les sondages le donnent toujours largement en tête. La caravane continue et cette fois nos caméras vont avoir accès à des instants rarement autorisés. Arrivé à Limoges, sa compagne Valérie Trierweiler la rejoint et aussi l'homme qui écrit les discours, Aquilino Morel. Il est prêt le discours? Oui, ça y est, il est prêt. Comment ça se passe en général? Vous écrivez beaucoup? Comment ça se passe en général? Vous écrivez beaucoup? Non, on écrit ensemble, on échange d'abord, on cadre le discours. Puis ensuite, je prépare quelque chose et François réécrit. Donc là, il a écrit dans la voiture, il a eu 2h30 pour aller à Bourges et ensuite de Bourges à Limoges. Donc il a eu le temps de bien réécrire et de faire ce qu'il voulait. Voilà, à tout à l'heure. Non, c'est la tombola. C'est la tombola. Autre habitude, dans sa loge, jusqu'au dernier moment, le candidat peaufine son texte. Concentré, même au milieu d'un entourage détendu. Vous étiez déjà paxé en 2002, vous êtes dépaxé? En 97 déjà. 97 déjà. Les paxés politiques, Aquilino Morel et Manuel Valls. Le premier est à la gauche du PS, le second plutôt à sa droite. Ce qui ne les empêche pas d'encadrer ensemble le candidat depuis le début de la campagne. Le meeting va commencer alors que celui de Nicolas Sarkozy vient de s'achever à Dijon. Et ce que François Hollande veut savoir, c'est ce qu'a dit son adversaire. OK? Oui. Il n'y a pas eu de nouvelles de non, on n'a pas d'autres. Ça s'est terminé, François, parce qu'il a commencé à 18h. Son adversaire, il ne cesse d'y penser. Ses premières flèches sont pour lui. Et parfois, elles surprennent même son entourage. Pour étayer son argument, voilà qu'il nous raconte une histoire. Moi, je suis allé à Fukushima et j'ai vu que Fukushima, c'était près de la mer et que le tsunami, effectivement, pouvait se produire à Fukushima, mais pas à Fessenheim. Il nous donnait d'ailleurs donc une information que nous avions déjà, que Fessenheim n'était pas au bord de la mer. Écrire, manier la langue, choisir les mots. Aquilino Morel l'a déjà fait pendant 5 ans à Matignon pour le Premier ministre d'alors, Lionel Jospin. Une grande différence de style. Le discours de Lionel Jospin était un discours très puissant, très structuré, qui relevait beaucoup de la démonstration. Et les discours de François sont plus libres, d'une certaine manière plus fluides. Et ils ressemblent davantage à une conversation. Quelque chose de plus, vous voyez, qui coule plus facilement peut-être. Derrière le rideau, les plumes sont toujours au travail. Et cette fois, c'est Valérie Trierweiler, ancienne journaliste politique, qui met sa patte. Ce qui s'écrit, c'est la réponse à la lettre de François Bayrou, envoyée aux 2 candidats. Elle doit partir le lendemain. Fin d'une journée ordinaire de campagne, avec des dizaines d'interviews, plusieurs déambulations, 2 meetings et 900 km parcourus. Tu viens pas, Fawzi, t'as mangé? Nous sommes la veille du grand rassemblement de Bercy. Une démonstration de force qui veut marquer les esprits. Donc, pas de relâche pour François Hollande. Seule pause, un déjeuner avec ses lieutenants. Et en chemin, cette question sur Nicolas Sarkozy, l'adversaire.
que lui, il fait rien demain. Dessus, on fait un meeting à Toulouse en vidéoconférence avec 5 endroits. Quelques centaines de mètres à pied, pas de déploiement de garde du corps. Pour François Hollande, ce n'est pas seulement un moment de tranquillité, c'est sa marque de campagne. Il faut essayer de changer les règles, tout en veillant à être protégé. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais enfin, pour l'instant, on n'en veut pas. Mais il faut garder cette simplicité, en tout cas cette proximité, et puis cette façon de vivre surtout. C'est quand même plus agréable. En fin d'après-midi, l'équipe se disperse. Pour Manuel Valls, le directeur de la communication, cap sur Bercy pour les derniers réglages du meeting du lendemain. Attention là. À la radio, c'est Nicolas Sarkozy qui parle. À la rescousse, une caution morale de poids, Dominique Strauss-Kahn. Il perd les pieds, hein, celui. Monsieur Strauss-Kahn, venons donner des leçons de morale. Je pense que Nicolas Sarkozy et son équipe considèrent qu'ils sont en passe de perdre. Donc il y a sans doute un vent de panique, en tout cas une peur. C'est l'énergie du désespoir, cette course folle derrière le Front National dégoûte les gens de la politique. Ouais, tu m'entends, André? Ça y est, je t'entends, ouais. Manuel Valls fait de la politique depuis son adolescence. Jeunesse socialiste, puis le PS, ensuite les cabinets ministériels, Rocard, Jospin, et 2 mandats, maire et député. Dans la vie, on a envie de retenir le temps. Alors en politique, on est toujours à préparer une élection, une échéance, donc le temps passe vite. Et je me dis, ça y est, on est à 8 jours du second tour et de la fin de la campagne. Son défi, remplir demain cette salle de Bercy, plus habituée aux rockstars ou aux événements sportifs. Tu vas avoir 18 000 places avec la fausse... 18 000 comprises. Ouais, fausse comprise. Bon. Et jusqu'en haut, on va les mettre, ouais. Là aussi. Ça peut aller jusqu'en haut. Après, de toute façon, il faut privilégier toute la partie... Lionel Jospin, déjà, avait fait son grand meeting d'entre-deux tours à Bercy. Ça va bien? Ça va, José? Vous êtes bien rentré hier, ça va? C'est bien, c'est des films un peu partout. C'est beau. Et la campagne de 95, tu te rappelles? On en parlait, ouais. Hein, l'entrée Lionel? Oui. Bon, on fait la même. C'est très chaud. Parce que les gens pensaient qu'on allait gagner. En 95, comme on sort, Jospin sort premier. On va mettre 4 barrières de ce côté-là aussi. C'est un miracle. La campagne avant n'a pas été très marrante. Et là, c'est un miracle. Et ici, c'est le premier meeting, parce qu'après, il y a Toulouse. Tout le monde pense qu'on a gagné. Et Jospin fait le discours pour apaiser. Mais l'entrée, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et demain, c'est la même chose qu'on va gagner. Mais oui, mais c'est important parce qu'on va gagner. 3, il a... Oula. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pupitre? Il a été fait sur mesure. Il a été fait sur mesure. C'est-à-dire? À la taille du candidat, qui est plus proche de celle de Frédéric Monteil. On fait une petite flexion des genoux quand même. Parce qu'en Corrèze, ils sont tous... On est tous sur le même gabarit. Sauf lui qui a monté du... Il n'est pas corrézien. Le candidat n'est pas très grand, ce que vous voulez dire? Il a la bonne taille. Hein, il a la bonne taille. Et donc, il y a eu 2 innovations majeures. L'une, c'est ça, pour faire en sorte que les feuilles tiennent et ne glissent pas. Et l'autre, qui date de Vincennes seulement, malgré le fait que Frédéric et moi, on ait demandé ça à André pendant 6 mois, c'est 2 trous pour mettre les verres d'eau, pour pas que le candidat ne fasse pas ce geste, aussi c'est aller chercher le verre et à disparaître du pupitre pendant quelques secondes. Dans un autre stade, les 2 candidats auraient presque pu se croiser. À gauche, la voiture du président Sarkozy. Elle est déjà là quand François Hollande arrive. Nous sommes dans les sous-sols du Stade de France et ce soir c'est la finale entre Quevilly, le petit club de banlieue de Rouen, couleur jaune, et l'Olympique lyonnais en noir. Nicolas Sarkozy est dans la tribune présidentielle et 20 mètres en contrebas, François Hollande, qui veut lui aussi être sur l'image et qui ne boude pas son plaisir.
Vous la sentez la vague jaune, monsieur Fabius? Et vous, monsieur Hollande? Score final, 1-0 pour Lyon. Tradition oblige, c'est le président de la République qui remet la coupe. Monsieur Hollande, vous le voyez ou pas? Vous le voyez, Nicolas Sarkozy ou pas? Si. Pareil. Moi, je le vois dans mon axe, là. Je regarde la télé. Aussi, applaudissez sportivement le vainqueur. Et avant de partir, quelques derniers regards. Cet après-midi à Bercy, c'est le plus grand meeting de l'entre-deux tours. Le peuple de gauche est bien au rendez-vous. Et pourtant, à l'intérieur, Manuel Valls, lui, est fébrile. Il esquive les questions des journalistes. N'attendez pas de moi le moindre commentaire. Hein, je sais bien que ça vous rend... C'est un coup de tonnerre qui a frappé le camp socialiste cette nuit. Les ténors de la campagne de Hollande, dont Manuel Valls, invités à un anniversaire, y ont croisé Dominique Strauss-Kahn. Et l'événement est exploité par le camp adverse. Nous sommes prêts. 2 secondes. Ouais. Aucun. Le geste de Manuel Valls est explicite. À ses porte-paroles, il explique qu'il faut se taire pour déminer ce qui peut devenir une affaire. On y va? Et il part s'occuper d'une communication plus classique. Comment annoncer les soutiens à François Hollande, présent dans la salle. La priorité cette fois, c'est d'éviter les fautes de protocole. Il y a Eva Joly, alors tu les mets pas ensemble, hein. Tu mets Corinne Lepage, Jean-Jacques Ayagon, Delanoë, Royal, Montebourg. Delanoë, si vous l'oubliez, alors c'est le premier que vous devez citer. Hein. Sur scène, 2 figures du PS jouent les chauffeuses de salle. Il y a 67 ans précisément, le 29 avril 1945, pour la première fois en France, les femmes se rendaient aux urnes. Sous l'œil très vigilant de leur chef, un Manuel Valls toujours aux prises avec ce qui est en train de devenir l'affaire DSK. Avez-vous rencontré Dominique Strauss-Kahn hier soir? Moi, je ne parle jamais de ces choses-là. Les Français sont préoccupés par l'emploi, par le pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur l'avenir du pays. Et on ne se laissera jamais dévier de l'essentiel. Vous ne pouvez pas dire si vous l'avez vu. L'essentiel ce jour-là pour Manuel Valls, c'est aussi de saluer tout le monde sans oublier personne. Ses supporters venus de sa ville d'Évry, et puis les ténors du PS et de la gauche. Et une autre bataille de communication. Combien seront-ils aujourd'hui à Bercy? Vont-ils réussir à remplir la salle pendant ces vacances scolaires? Ah oui, sans problème. Hier, j'avais un peu la trouille, parce que je faisais plein de marchés, il n'y avait pas de Parisiens. Hier, je suis un peu inquiet, parce qu'il y a beaucoup de gens... Oui, mais qui rentrent un peu... Et puis des fois, ils ne savaient pas assez. Bon, mais là, je suis depuis ce matin totalement... Paris réussi. On a commencé tout à l'heure... Là, vous faites un peu le tour du propriétaire? Non, j'ai envie de voir l'ambiance, de la sentir. Je le fais à chaque fois. Mais là, c'est impressionnant, là. C'est différent du Bourget, c'est différent de Vincennes. Donc, il y a quelque chose de très particulier. Dernier acte de cette bataille de chiffres, leur diffusion à la presse. Derrière la scène, Manuel Valls retrouve Nasser Meda, le secrétaire général de la campagne. On a plus de 17 000. On annonce le chiffre quand... Oui, je vous aurais dit. On a plus de 17 000. Il faut mettre blindé. Super. Nasser. On se met d'accord sur le chiffre. On a plus de 17 000. 20 000. Le chiffre annoncé aux médias sera donc de 20 000 participants. C'est un peu plus que la capacité maximum. Le candidat Hollande peut maintenant monter sur scène.
convaincre les Français. Je vais leur dire, venez voter le 6 mai, venez nombreux. Nous avons besoin de vous. Le goût de la victoire est bien là cette fin de semaine. Le candidat se jette dans la foule. Les gardes du corps sont inquiets, mais Manuel Valls est serein. L'ambiance est décidément à la fête. Il fait même de l'humour sur sa possible future fonction, ministre de l'Intérieur peut-être. Et pour un directeur de la communication, c'est un peu stressant, non? Non, je ne suis pas chargé de la sécurité. Pas encore. Je plaisante, vous savez, j'aime bien un peu de dérision. Ça va? Merci à tous. Hein. Ce jour-là, Paris s'enflamme, au son des slogans et des discours. À Denfert-Rochereau, les cortèges des syndicats. Qui ferme les usines, qui ferme la... À l'Opéra, Marine Le Pen au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Toutes les caricatures y sont passées. Et au Trocadéro, Il n'y a Nicolas Sarkozy qui contre-attaque. Et pour les Français, de préparer notre chez si on doit... Au milieu du défilé des syndicats et de la gauche, Manuel Valls rejoint le cortège du Parti socialiste. Tous les ténors sont là comme chaque année, mais cette fois, une première, la CGT a appelé à battre Sarkozy. Et la droite accuse la gauche de défiler derrière les drapeaux rouges. Là, pour le moment, je suis au milieu des drapeaux socialistes. Mais il ne faut pas avoir peur des drapeaux qu'on agite. Il y a du bleu, blanc, rouge, il y a du rouge, il y a du rose, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs de la France. Ici, on n'exclut personne. Le défilé continue. Manuel Valls, lui, s'éclipse rapidement. Il a d'autres préoccupations en tête, toujours les chiffres. Combien sont-ils autour de Nicolas Sarkozy, de l'autre côté de la Seine? Ça va? Ça va? Tu vas? Un coup de fil et le chiffre tombe. Il a dit nous sommes 200 000, ce qui est impossible. Au Trocadéro, il y a 50 000 places. Aussitôt, le directeur de la communication envoie un tweet. Son commentaire va faire le buzz. Ça va? Ça va? Tu vas? La bataille des chiffres, les syndicats l'ont déjà gagnée. Ils défilent dans toute la France, comme ici au Mans. Dans le cortège, nous retrouvons Stéphane Le Foll, le bras droit de François Hollande. Au cœur des commentaires, la présidentielle. On y croit. Salut, ça va? On gagne. J'espère. On est motivé, mobilisé. On est prêt là. Et après, il faut une majorité. Et puis après, les emmerdes commencent comme toujours. Quoi. Les emmerdes commencent le 7. Hein. Oui. Si les Français confient à François la charge de gouverner ce pays, on aura bien sûr à gérer les difficultés dès le départ. Donc on aura 2 années qui seront difficiles, on le sait, mais il faut savoir qu'on quand même on s'y est préparé. Hein, on sait très bien que ce sera difficile. Loin des manifestations, François Hollande est à Nevers pour ce 1er mai. Quel est le sens de cette image choisie par le candidat aujourd'hui? Pourquoi a-t-il voulu honorer la mémoire de Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre de François Mitterrand, qui s'est suicidé en 1993? Vous voulez qu'on s'assoie? Écoutez, comme vous. Oui, c'est mieux. D'accord, on a 5 minutes. Devant les micros, il s'explique sur cet hommage. Pourquoi ce choix de venir saluer Pierre Bérégovoy aujourd'hui? La célébration de la mort de Pierre Bérégovoy doit se faire en rappelant ce qu'il a été, un syndicaliste, un homme qui était modeste, a défendu ses idées, a servi François Mitterrand, ici tellement présent dans la Nièvre. Il a été un grand ministre de l'économie et des finances et il a servi son pays, montré que la bonne gestion pouvait être à gauche. Et enfin, il a été Premier ministre dans des conditions très difficiles et a servi son pays avec courage.
Un peu plus loin, son chef de cabinet surveille le discours de Marine Le Pen à la tribune. Il attend sa consigne de vote. Sans grande surprise, ce sera blanc. Je sais qu'il sera dans la finesse, la subtilité, et pas la grossièreté. C'est peut-être ce qui le distinguera de son adversaire. C'est le jour du débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le point d'orgue de cette deuxième semaine. C'est le bureau de François Hollande qui va s'ouvrir pour nous. Notre caméra va capter un moment unique. Le plan de bataille de l'affrontement de ce soir. Ici s'aiguisent les toutes dernières flèches. À gauche, Pierre Moscovici, le directeur de campagne. Au fond, Manuel Valls et Stéphane Le Foll. À droite, Aquilino Morel, la plume, et Guillaume Bachelet, patron de la cellule Riposte. Il a une réputation de tueur. Ses faits d'armes, avoir affublé Hollande du sobriquet de fraise des bois. Première étape, les arguments. Il y a les questions de justice. 2, les nominations de complaisance et les conflits d'intérêts. Voilà. Et à chaque fois, moi je ferai une réponse. Moi je mettrai une charte de déontologie pour les ministres et les membres des cabinets ministériels. Et tu termines sur lui. Moi je n'aimerais pas mon fils à l'EHPAD. Mettre dans la gueule. C'est le seul truc qui compte sur ce sujet. Le mettre dans la gueule, c'est insupportable. C'est la même vue sur la justice et ça. Insupportable. Deuxième étape, le jeu de rôle. Regardez bien, c'est Pierre Moscovici qui joue le rôle de Sarkozy. Certains de vos amis à la Cour des comptes et à la Commission des finances. Vous n'avez jamais fait ça. J'ai nommé des ministres d'ouverture. Non, attendez, reprenons à l'envers. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait qu'on peut et on doit contester cette République, ben oui, irrespirable. Dernière étape, rédiger l'introduction et la conclusion. Moscovici jette un œil sur les premiers et les derniers mots du candidat. Rédiger quoi, l'intro, là? Oui. Mais dans les... Ça ira, en termes de temps. En termes de temps, je pense que Ils vont passer 3 heures ensemble, préparer des dizaines de fiches, sans même savoir si elles seront utilisées. Donc, le maître d'œuvre du débat, c'est Pierre Moscovici. Mais quel est son rôle exact dans la campagne? Je ne suis pas là pour être aux côtés du candidat quand il est en déplacement. Et sinon, qu'est-ce qui se passerait? Lui est en déplacement, et puis il est en déplacement tout le temps. Le directeur de campagne est en déplacement. Qui est-ce qui tient la boutique? Lui tient la boutique, tandis qu'un autre prend toute la lumière. Manuel Valls. Leur rivalité, c'est l'une des petites histoires de cette campagne. On parlait ce matin avec Pierre du rôle de chacun. Manuel Valls m'a écrabouillé, assassiné, égorgé. Qu'il ne reste rien de moi. On l'appelle le conquérant. Que je suis éparpillé façon. Ça c'est du racisme tout ça. Qu'un espagnol, il peut que l'œil sourcilleux, les mâchoires serrées. Il a le sang chaud. Il en faut des conquérants. On reconnaît que c'est vrai ça. On n'aime pas se voir non plus. Non, c'est vrai que j'ai horreur. À l'Assemblée nationale, un autre bureau plus calme. Celui d'Olivier Faure, le spécialiste des sondages de François Hollande. Depuis 1 an, jour après jour, il suit cette courbe qui donne François Hollande gagnant. C'est le Rolling IFOP qui est en fait le sondage quotidien réalisé par l'IFOP depuis le mois de janvier. Nouveau resserrement à 52. Problème, depuis 3 jours, l'écart se resserre entre les deux candidats. Qu'est-ce qui fait perdre des points à François Hollande? L'affaire DSK? Le droit de vote des étrangers? Est-il question de supprimer cette mesure impopulaire? La politique, c'est pas seulement de se dire tiens, aujourd'hui, mais les Français pensent ça, donc je vais penser ça avec eux. C'est voilà ce que moi je pense, voilà l'endroit où je veux conduire le pays. Les Français sont là, comment je fais pour les emmener et leur faire comprendre ce que je pense être la bonne voie. Pas question donc de revenir sur le droit de vote des étrangers. C'est Jean-Marc Ayrault, l'un des premiers ministrables, qui argumente. Si on avait écouté les commentaires, surréagi à un sondage qui faisait monter l'un, baisser l'autre, François Hollande aurait pu dire tiens, il faut que je change ma ligne, il faut que je change mon projet, il faut que je l'adapte, je rajoute une mesure, etc. En fait, il est resté sur la même ligne, la même cohérence pour le premier tour, second tour.
Et ça crée de la confiance. C'est l'heure du débat, les deux finalistes sont en piste. Et ailleurs à Paris, l'affrontement se joue aussi sur un autre média, celui d'Internet et des réseaux sociaux. Ici, depuis combien de générations Près de 200 militants socialistes sont réunis dans cette salle pour démolir en direct les arguments de l'adversaire. Dans la même unité. C'est une autre technique empruntée à la campagne de Barack Obama. Loin du porte-à-porte, chacun de ces cyber-militants utilise son propre compte pour relayer arguments et phrases choc. Ils vont envoyer 76 000 tweets pendant cette soirée. Exemple, quand François Hollande déroule une phrase qui claque. Et si vous avez le sentiment que pendant 5 ans, vous avez rassemblé tous les Français, vous ne les avez pas divisés, alors je vous donnerai quitus. Presque instantanément, la formule fait le tour du net. Le chef de cette guerre électronique, c'est Vincent Feltès. Pour lui, il ne suffit pas de dominer le débat, il faut le faire savoir. Je pense que le mérite en revient à toute la société. Et bien sûr, le premier débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, et un autre débat qu'il y aura entre les porte-paroles après, quoi. Puis un troisième débat qui est pratiquement plus ample, qui est celui qui se fait sur Twitter, et qui est aussi très important parce qu'on sait bien qu'il y a le débat, et après, la tonalité sur l'analyse du débat. Dans la salle, Thomas Hollande, anxieux. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation. Ouais, je crois que là, il a vraiment pris le dessus avec son anaphore sur moi, président. Je crois que ça a d'ailleurs déchaîné toute la salle. Et Sarkozy a répondu quand même à un niveau très bas où il est revenu sur des petites attaques basses comme il fait depuis le début. Fin du débat, Thomas Hollande appelle son père. Bravo, papa. Félicitations, ouais, je t'embrasse. Et retrouve sa mère, Ségolène Royat. De toute façon, on a toujours été exposés. On a été exposés en 2007, on a été exposés dans les campagnes, on a toujours été exposés. Donc finalement, les enfants ont pris l'habitude d'acquérir une certaine sagesse de la vie et des points de repère, des règles. Est-ce que vous vous dites que si ça se trouve dans une semaine à la Manœuvre, vous ne pourrez pas manger un hamburger comme ça attablé simplement dans un bar de Ménilmontant? Non, il n'y a aucune raison que je ne puisse plus le faire. Je pense que je conserverai exactement la même vie. Je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. On continuera une vie normale. Une vie normale. Parce que nous aurons un président normal. Exactement. Le lendemain, le goût du chocolat. Un petit chocolat? Ah oui, je prends tout maintenant. Je me lâche. Provisoirement. Bon, Ici au QG, pas de doute, c'est François Hollande qui est sorti vainqueur du débat. Les gestes ne trompent pas. On s'aperçoit qu'il n'en a pris qu'une, quoi. Et à côté, Aquilino Morel et Stéphane Le Foll comptent leurs points. C'était toi ou c'était... Non, ça c'est Guillaume. C'est Guillaume. Donc il n'a pas repris beaucoup de formules. Non, mais c'était pas l'essentiel. L'essentiel c'était de bien débattre et il a très bien débattu et il a fait le seul truc, le truc le plus beau qu'il ait fait, c'est-à-dire cette fameuse anaphore, parce que maintenant le mot anaphore va rentrer dans l'histoire de la République. Il l'a improvisé totalement. Au moment du débat et c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus beau. C'est le moment où il a complètement mis Sarkozy dans les cordes. Donc, comme quoi, hein. Quelle est la formule qu'il a repris sur la dizaine qui était prête? Avec vous, monsieur Nicolas Sarkozy, le Trésor public versait des chèques aux plus riches. Avec moi, les riches verseront des chèques au Trésor public. Ça s'appelle la justice fiscale. Voilà. Bon, je vous laisse travailler. Ça, c'était prêt, ça. Ça, oui. Il avait déjà fait en meeting, hein, il était bien chaud sur le sujet. Ah, oui. Bonne journée. Alors, on avait préparé une dizaine d'autres, quinzaine, je ne sais plus combien. Là. Je sais pas si c'est vraiment. On a un paquet quand même. Formulation, attaque, riposte, choix, volonté. Parler d'autorité, celui qui en parle le plus, c'est celui qui en a le moins. Voilà. Bon. Mais il n'en a pas repris beaucoup, en fait. Ah, vérité, mensonge ça. Il va falloir que je dise la vérité pour deux. Vous avez un étrange rapport à la vérité, vous avez prétendu aller à Fukushima, vous n'y êtes pas allé, vous avez prétendu assister à la chute du mur de Berlin, vous n'y étiez pas. Concevez que quand vous prétendez avoir été un bon président, les Français peuvent douter. Voilà, on avait fait une dizaine, quinzaine. Nous sommes à 48 heures de la fin de la campagne.
Reste une question en suspens pour la gauche. Pour qui François Bayrou va-t-il appeler à voter? Sa réponse est attendue dans l'après-midi. François Hollande est à Toulouse pour son dernier grand meeting. Ah, bravo. Bravo pour tout. Et merci. Bonjour. C'est mieux. Dès son arrivée, le candidat cherche à savoir. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des informations qui sont en train de... Manuel Valls veille toujours au micro et aux caméras. Dans les couloirs de la mairie de Toulouse, quelques minutes plus tard, la même question et toujours l'attente. Il y a eu des informations sur Bayrou? Oui, on ne sait pas encore. Je peux le dire, ça s'appelle. Sur la place du Capitole, le meeting en plein air. François Hollande rejoint sur l'estrade Lionel Jospin, qui vient de faire la première partie. Devant 30 000 sympathisants, ce clin d'œil de l'histoire n'échappe à personne. Je me souviens, moi, de Lionel Jospin, Premier ministre, et François, Premier secrétaire, et de les revoir tous les deux là, avec Lionel qui parle d'abord, alors qu'à l'époque c'était toujours Lionel qui concluait, et d'inverser. C'est vrai que quoi, l'histoire a avancé, ça comble mon bonheur. Et c'est à ce moment que sur les téléphones portables tombe la nouvelle. François Bayrou votera Hollande à titre personnel. Problème, faut-il prévenir le candidat en plein discours? On avait gardé son portable et on a convenu qu'on ne le mettait pas au courant. On le laissait finir son discours et puis la Marseillaise et on lui dira après. Manuel Valls s'approche, dans sa main un papier avec quelques mots. Bayrou vote pour toi. François Hollande ne laisse rien paraître. Seule réaction face à la presse, avec une formule déroulée pendant tout l'entre-deux-tours. Je pense qu'il a pris conscience que le candidat sortant divisé et que je rassemblais. La dernière journée sera sans doute la plus difficile. Tout avait pourtant bien commencé le matin, en Moselle. La foule ne pensait qu'à la victoire. Le ton change quelques heures plus tard à Périgueux. Le doute s'installe. Au milieu des journalistes, François Hollande livre quelques confidences. Écoutez bien. Je viens lancer un appel à la mobilisation. Rien n'est fait, rien n'est encore décidé. Et donc les Français doivent prendre conscience de l'enjeu. Que s'est-il passé? C'est son état-major à Paris qui l'alerte. Dans les sondages, l'écart se resserre un peu plus entre les deux finalistes. Le lendemain matin, sur le marché de Tulle, c'est encore l'inquiétude. Le rituel, quoi qu'il arrive, en ce jour de deuxième tour. François Hollande a dormi dans sa permanence. Il y a juste un changement, c'est un homme seul qui s'avance face aux photographes et aux caméras. J'espère que c'est gagné. J'espère. Hein, oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On attendra de vérifier. Le rituel encore, la tournée des bureaux de vote. Nous sommes l'après-midi de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Il est un peu plus de 16 heures. François Hollande vient d'apprendre que les premiers sondages réalisés à la sortie des urnes lui sont favorables. Il y a le silence qui s'est fait déjà, maintenant on a pris dans une heure on sait tout. Et il ne va pas pareil déjà, monsieur. Si. Et alors voilà. Alors, vous avez bien déjeuné à Tulle? Oui, vous savez tout, hein? Oui, je connais même votre menu. Oh là là. Et vous devineriez Mais pas? vous ne savez pas qu'il a pris du rabat. Vous, Vous penserez à qui à 20h ce soir? À votre mère, Ma qui a mère, joué un oui. rôle important? Ma mère, oui. Qui n'est plus là et qui aurait été, si ça se passe bien, tellement heureuse. Mais peut-être qu'elle, la force de son esprit est encore là. À bientôt. Merci. Hein. François Hollande était très attaché à sa mère, femme engagée à gauche, décédée il y a 3 ans. Et Tulle résonne déjà de la victoire du candidat socialiste. À Paris, nous sommes autorisés à pénétrer dans le QG de campagne.
il est 18h. Félicitations, patron. Ça va. Rien ne nous sera donné. Rien ne nous sera octroyé. Il y a que je te fasse une bise, camarade. Oh la vache. Salut. Ça va, mon Robert? Non, ça sera oh putain. Ici aussi, la victoire paraît certaine. Autour de la table, tous les ténors socialistes veulent fixer l'instant. Attends, Vaillant et Delanoë ensemble, c'est un truc ça. Fini les inimitiés, les luttes de courant, tout le monde veut être sur la photo. Pour l'histoire. Les caciques du PS signent même ce petit bout de papier. Ils étaient bien là le 6 mai 2012. Dans le bureau de Stéphane Le Foll, certains craquent. On ne réalise pas qu'il est président de la République. Le monsieur sondage, Olivier Faure, vient tout juste d'avoir François Hollande au bout du fil. Les estimations, c'est des estimations, donc elles s'affinent au fur et à mesure. Donc on va lui attendre de savoir quel est le résultat exact, même si maintenant il sait qu'il est le futur président de la République. Ça y est, vous lui avez dit. Il le sait. Super boulot, hein. Quel boulot, hein. Il est très ému, en fait, voilà. C'est ça que je ressens, c'est ce qui se passe quand on éprouve un soulagement, une joie qu'on réalise pas tout à fait. Puis qu'en même temps, ça y est, c'est là, voilà, très très ému. Très ému. C'est à la Bastille, hein, vous trompez pas. Tout le monde s'éparpille en direction des plateaux de télévision. Monsieur On Max. est gagnant. Merci à tous. À tout à l'heure. Tout le respect. Sentez comment Oh, je me sens soulagé. Et en même temps, j'ai envie de vivre cette soirée tranquillement, sans trop penser à la suite. Ouais, par là. Même réaction du côté de Stéphane Le Foll. Les lieutenants de François Hollande savent depuis longtemps qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Maintenant, il ne faut pas décevoir, donc on est déjà en train de se dire, alors je préfère même pas le dire, donc je ne vais pas me le dire, je vais rester ce soir sur ce goût sucré acidulé là, qui est magnifique. C'est maintenant fait. À Tulle, François Hollande est le nouveau président de la République élu. Difficile désormais de le suivre. Ce soir, il n'y a pas deux France qui se font face. Il n'y a qu'une seule France, qu'une seule nation. François Hollande demande à sa compagne de le rejoindre. C'est elle qui a voulu que soit jouée La vie en rose. Vous avez du mal à réaliser. Ça a été dur comme campagne. Vous y avez toujours cru. Vive la République et vive la France! À Paris, dans une loge derrière la place de la Bastille, Manuel Valls n'a pas une minute à perdre. Il est toujours à la manœuvre, sur la place, face à la foule, avec en mémoire le souvenir d'une autre victoire. Ah, c'est la victoire, là. Elle est réelle, là. On n'a pas le... Ça va? J'étais sur cette place, effectivement, il y a 31 ans. Mais il pleuvait. Hein, il pleuvait. Et alors, c'est comme une forme de retour sur la réalité, de rappel? Non, il n'y a pas de nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Rien, franchement, rien. C'est le plus beau jour de votre vie, là? Je sais pas, c'est un très beau jour de ma vie, ouais. On en vit toujours, mais celui-là, il est beau quand même. Il sait déjà que François Hollande arrive. Oh putain. C'est un convoi qui apparaît. Sécurité présidentielle oblige désormais.
Stéphane Le Foll veut juste l'embrasser. 10 secondes que je le vois. Hey, je te fais. Bravo. Après, ça va être fini. Allez. Moi et moi. Et désormais, François Hollande ne lui appartient plus.